Quelques mois plus tard, juste après ce stage, elle décroche une bourse pour étudier le droit à Paris, son rêve. Mais cette année-là, la première guerre du Golfe éclate. Pour elle, c'est une guerre injuste, une croisade des Occidentaux contre les musulmans. Elle remet tout en cause. Après les bombardements de Bagdad et tout ça, j'ai vécu vraiment ce que j'appelle une crise identitaire. L'Occident que j'admirais m'a déçue. Alors bon, j'ai commencé à vraiment à faire des recherches au fond de moi-même et je suis devenue musulmane par conviction. C'est à ce moment-là qu'elle va se radicaliser. Elle a 30 ans. De retour au Maroc, elle trouve un poste d'assistante de direction dans cette école de management. Au bout de quelques mois, elle demande à venir travailler en djellaba et avec un foulard. Son employeur refuse, elle démissionne. Quelques étudiants se mobilisent et font circuler une pétition de soutien. Parmi eux, il y a un franco-marocain de 24 ans, Karim Medjati, son futur mari. Il la défend, même si au début il ne comprend pas pourquoi elle est prête à perdre sa place pour Allah. Au départ, il a juste voulu savoir pourquoi je me suis créé des problèmes. Je lui ai dit que c'était les directives d'Allah. Comme il ne lisait pas très bien l'arabe, je lui ai emmené une traduction des sens du Coran. Il a lu et c'est pas, il est tombé amoureux de moi, il est tombé amoureux de l'islam d'abord. Puis après, bon, Dieu a voulu qu'on soit unis par le mariage. Fatia et Karim, ensemble, vont devenir des combattants de Dieu, des djihadistes. Pourtant, lui non plus, rien ne le prédestinait à cela. Son père est marocain, sa mère française. Il a fait toute sa scolarité au lycée français. Il parle à peine arabe et ne connaît rien au Coran. Pourtant, en 1992, un an seulement après leur mariage, Karim Medjati part combattre avec les musulmans bosniaques. Il se laisse pousser la barbe et multiplie les allers-retours dans le monde entier. Europe, États-Unis, Pakistan, Afghanistan. Il devient un soldat d'Al-Qaïda. Son père, installé dans ce quartier huppé près de Casablanca, refuse de rencontrer les journalistes. Mais nous avons pu le joindre par téléphone. Il dit n'avoir rien su de ses activités de djihadiste. J'ignore ce qu'il a fait, j'ignore quelles sont les personnes qu'il a fréquentées, et j'ignore ce qu'il avait dans la tête. Tout ce que je sais, c'est que quand je le voyais, c'était toujours la même personne, modérée, qui n'a jamais discuté avec moi ni de la religion, ni de la politique. Quand il a mis la barbe, il m'a dit qu'il avait un peu de l'acné. La barbe, je ne sais pas s'il a laissé pousser pour la religion ou hors de la religion, je n'en sais rien. En 2001, ils entrent dans la clandestinité. Karim embarque toute sa famille en Afghanistan. Fatia et les deux enfants qu'ils ont eus, Elias 7 ans et Adam 8 ans. Ils vont vivre avec Al-Qaïda. Karim s'entraîne dans des camps de l'organisation terroriste. Il devient un expert en explosifs. Fatia s'occupe de la famille à Kandahar, au Pakistan. Une période dont elle parle avec nostalgie. On a logé dans les maisons d'Al-Qaïda, j'ai vécu les bombardements jour et nuit. Chaque fois qu'il y avait un danger, ils venaient nous transporter avec eux, donc on changeait de village. Ils nous ont sortis de l'Afghanistan. Je ne garde de cette période-là que de bons souvenirs. Des bons souvenirs, des propos à peine croyables pour cette mère de famille qui amène ses enfants sous les bombes et qui accompagne son mari à travers le monde pour semer la terreur. Les services secrets occidentaux accusent Karim d'être le cerveau d'attentats à Casablanca et Riyad en 2003. Puis l'année suivante à Madrid. Au total, il serait responsable de 275 morts. Sa cavale prend fin le 5 avril 2005 en Arabie Saoudite, quand la police donne l'assaut dans la maison dans laquelle il se cache. Il est avec d'autres membres d'Al-Qaïda. Les combats vont durer 3 jours. Ils sont filmés par la télévision saoudienne. Son fils Adam, 11 ans et demi, est avec lui. Ils meurent tous les deux sous les balles. Immédiatement, leur mort est utilisée par Al-Qaïda pour sa propagande.
Sur un site internet de l'organisation, Fatia a trouvé la photo du cadavre de son fils. Elle en éprouve même une certaine fierté. J'écris en arabe en haut, en mémoire de nos martyrs, dans la bataille de Ras. Et en bas, c'est écrit Adam el-Mijati. Adam représente pour le Qaïda un martyr jeune de 11 ans. Le combat extrémiste et fou de Fatia et son mari a tué un de leurs enfants et rendu l'autre très malade. 2 mois avant la prise d'assaut, Fatia et son fils aîné, Eliès, ont été arrêtés. Ils ont passé plus d'1 an en prison en Arabie Saoudite puis au Maroc pour être interrogés. Depuis, le jeune homme souffre de graves troubles hormonaux et psychiques. À 15 ans, il mesure presque 2 mètres et pèse 132 kilos. Mais surtout, il est obsédé par ce qu'il a vu tout au long de la cavale meurtrière de ses parents. Tous ses dessins célèbrent le djihad, les martyrs et la mort. Où est-ce que tu as trouvé cette inspiration, par exemple? Ça vient du Hamas, sur Internet. La vérité, c'est que j'aime le djihad. Ça exprime vraiment le fond de ma pensée. Je les aime, tous ces dessins. Il n'y en a pas un que je préfère, je les aime tous. Les chansons préférées d'Eliès, ce sont des chants islamistes qu'il connaît par cœur. Il vit seul avec sa mère, ne va pas en classe et n'a pas d'amis. Seul un psychiatre le suit. L'enfant du djihad paie cher les choix de ses parents. Mais sa mère assume tout. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des regrets? Malgré toutes ces difficultés, je ne regrette rien. S'il faut payer pour ça, je paye. Mais je ne suis pas du tout en mesure, je ne peux pas imaginer que je vais redevenir comme avant. Vous savez, j'ai goûté aux 2 situations. Je préfère celle-ci, malgré le prix fort payé. Aujourd'hui, Fatia dit vivre de la solidarité familiale et ne pas toucher un sou d'Al-Qaïda. Même si elle n'est plus en contact avec l'organisation, elle continue à être surveillée de très près.